Le 10 mars 2026. Hawaï, sous un soleil éclatant. Chuck Norris, 86 ans, poste une vidéo depuis son coin de paradis. Derrière lui, un partenaire d'entraînement beaucoup plus jeune. Il enchaîne les combinaisons avec une précision tranquille, le corps encore vif, le regard droit vers la caméra. Puis, avec ce sourire inimitable, il lance. Je ne vieillis pas, je level up. L'internet explose. Les fans inondent les commentaires. Pendant un instant lumineux, on a vraiment l'impression que Chuck Norris est invincible. Pas seulement dans les mèmes. Dans la vraie vie. 9 jours plus tard, le monde s'arrête net. La famille Norris publie un communiqué qui glace la planète entière. C'est avec le cœur lourd que nous partageons le décès soudain de notre bien-aimé Chuck Norris. Aucun avertissement. Aucune longue maladie. Aucun adieu solennel. L'homme que l'Internet avait passé 20 ans à déclarer immortel venait de partir, à 86 ans, 10 jours seulement après cette vidéo pleine de vie, dans l'endroit qu'il aimait le plus au monde. Cette fois, ce n'était pas une rumeur. Pas un hoax. Pas une de ces fausses morts qui circulaient depuis des années. C'était réel. Et le silence qui a suivi n'était pas comme les autres hommages sur Internet. Parce que, derrière chaque blague sur le fait que Chuck Norris ne pouvait pas mourir, il y avait une croyance silencieuse. Cet homme refusait simplement d'abandonner. Que s'est-il vraiment passé lors de ces derniers jours à Hawaï? Qu'est-ce qui se cachait derrière ce dernier sourire de défi? Et surtout, qui était l'homme derrière la légende? Le petit garçon qui avait toutes les raisons d'abandonner bien avant que le monde ne connaisse son nom. Pour le comprendre, il faut remonter au commencement. Pas de projecteur. Pas d'applaudissements. Pas de mythologie. Seulement Ryan, Oklahoma, une petite ville poussiéreuse où les rêves brisés se posaient aussi facilement que la poussière sur les routes. Le 10 mars 1940, Carlos Ray Norris voit le jour dans l'un des coins les plus rudes d'Amérique. Sa famille est déjà fissurée avant même d'avoir eu le temps de se construire. Son père, Ray Norris, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, revient avec des blessures que personne ne voit. L'alcool le consume. Il est absent même quand il est là, comme un vent froid qui entre et sort sans qu'on puisse l'arrêter. Sa mère, Wilma, est tout l'inverse. Une femme d'une foi de fer et d'une endurance silencieuse. Elle élève seule ses 3 fils, compte les centimes jusqu'à les users, tient la famille avec des mains calleuses et une croyance inébranlable en quelque chose de plus grand que leur misère. Quand les parents divorcent enfin, le jeune Carlos part avec sa mère et ses frères. D'abord à Prairie Village au Kansas, puis plus loin, à Torrance en Californie. Chaque déménagement rappelle que les racines sont un luxe réservé aux autres. Il est le garçon silencieux au fond de la classe. Sans mêler irlandais et cherokee. Timide à en devenir invisible. Tourmenté par un bégaiement qui transforme la moindre conversation en humiliation publique. Plus tard, il avouera avec une honnêteté désarmante qu'enfant, il avait peur du conflit. Pas le guerrier que le monde imaginerait plus tard. Juste un gamin qui voulait disparaître. Mais en 1958, à 18 ans, Chuck Norris fait quelque chose qui va réécrire toute son histoire dans l'ombre. Il s'engage dans l'United States Air Force. Ce n'est pas un acte d'héroïsme à l'époque. C'est une fuite. Une fuite loin de la pauvreté, du vide, de la peur que l'ombre de son père soit le seul avenir qui l'attende. L'Air Force l'envoie à la base d'Ozan en Corée du Sud. Et c'est là, dans la discipline d'une terre étrangère, que Carlos Ray Norris trouve ce qui va le sauver. Il découvre les arts martiaux. Il commence à s'entraîner au Tang Soo Do presque par hasard, attiré par la précision, le silence, l'exigence totale du corps et de l'esprit. Pour un garçon qui avait passé son enfance à se sentir impuissant, les arts martiaux sont une révélation. Pas une arme. Un langage. Un langage qui dit « Tiens-toi droit, sans excuse. Tu es suffisant ». Il s'entraîne avec obsession. Il obtient sa ceinture noire. Et quand il rentre aux États-Unis en 1962, libéré avec le grade d'Airman First Class, il n'est plus le garçon bec d'Oklahoma qui n'osait pas parler. Il commence enfin à comprendre qui il est vraiment. De retour en Californie, en attendant une candidature à la police qui n'aboutira jamais, il ouvre un petit dojo. Il commence à combattre. Il perd ses premiers tournois, battu par Joe Louis, par d'autres. Il lâche des rounds qu'il pensait mériter. Mais il ne lâche rien. Il revient. Il s'affine. Il endure. En 1967,
Chuck Norris remporte le titre de champion du monde de karaté en battant cet adversaire consécutif. Le garçon invisible, l'enfant timide et bègue d'un père absent et d'une mère qui priait en silence, est devenu champion. Il ne le sait pas encore, mais les combats les plus durs de sa vie l'attendent toujours. Le Hollywood des années 1970 n'attend pas Chuck Norris. Il ne cherche pas un karatéka discret de l'Oklahoma sans formation d'acteur, sans agent, sans relation. Mais Hollywood n'a pas encore rencontré Bruce Lee. C'est dans son dojo que Chuck croise pour la première fois l'homme qui va ouvrir son avenir. Bruce Lee a entendu parler de ce combattant exceptionnellement doué qui entraîne des célébrités à Los Angeles. Il vient voir par lui-même. Ce qui commence comme une rencontre professionnelle devient bien plus profond. Une véritable amitié, bâtie sur le respect mutuel, l'obsession partagée et ce lien rare qui se forme seulement entre deux êtres qui comprennent la discipline jusqu'aux os. Ils s'entraînent ensemble. Ils se poussent mutuellement. Et en 1972, Bruce Lee offre à Chuck un rôle qui va le placer devant le monde entier. Dans La Fureur du Dragon, Chuck Norris incarne Colt, l'adversaire le plus redoutable de Bruce Lee. La scène du Colisée reste l'une des séquences de combat les plus iconiques de l'histoire du cinéma. Deux guerriers. Un silence avant la tempête. Chuck n'est pas encore une star, mais après ce film, le monde connaît son visage. L'amitié avec Bruce Lee sera malheureusement brisée trop tôt. En 1973, Lee meurt soudainement à seulement 32 ans. Chuck portera cette perte en silence, sans en parler beaucoup publiquement. Des années plus tard, il dira simplement que Bruce était l'un des êtres humains les plus remarquables qu'il ait jamais connus, que le monde avait perdu quelque chose d'irremplaçable, et qu'il n'oublierait jamais ce que cela faisait de recevoir une telle confiance de quelqu'un qui ne lui devait rien. Le deuil, comme souvent, le pousse en avant plutôt qu'en arrière. Encouragé par son ami proche Steve McQueen, qui voit en lui quelque chose que Chuck lui-même est encore en train d'apprendre à voir, il se lance sérieusement dans le métier d'acteur. Les rôles sont difficiles au début, budget modeste, dialogue rare, critiques qui le traitent de rigide, de limité, d'un combattant qui joue à l'acteur. Mais le public raconte une autre histoire. Breaker. En 1977, Good Guys Wear Black en 1978, The Octagon en 1980, film après film, Chuck Norris construit une base de fans fidèles, des Américains qui voient en lui quelque chose que la machine hollywoodienne polie offre rarement. Un homme qui bouge et qui ressemble à quelqu'un qui a vraiment été testé. Pas de faux semblants. Juste de la présence. Au milieu des années 80, il devient l'une des stars d'action les plus bancables du monde, Missing in Action, Code of Silence, Delta Force. Ces films ne sont pas de l'art d'auteur. Ils sont sans complexe américains, musclés, et le public les dévore avec un appétit qui surprend même les studios. Il n'a pas le charisme de Sylvester Stallone ni le spectacle d'Arnold Schwarzenegger. Il est quelque chose de plus calme, et à bien des égards, de plus troublant. Il sonne vrai. Mais c'est la télévision qui transforme Chuck Norris d'acteur populaire en véritable institution culturelle. Walker, Texas Ranger débute en 1993 et dure 8 saisons jusqu'en 2001. Semaine après semaine, Cordell Walker traverse le Texas, distribuant la justice avec ses poings, sa foi et un code moral droit comme une route à travers la plaine. La série n'est pas encensée par la critique, mais elle est regardée avec dévotion par des millions d'Américains qui voient en Walker le genre d'homme qu'ils veulent encore croire possible. Honnête, intransigeant, enraciné. En 2010, l'État du Texas rend cela officiel. Chuck Norris est assermenté comme vrai Texas Ranger. Pas fictif. Réel. La cérémonie est à la fois symbolique et profondément sincère. Un cercle qui se ferme, du petit garçon poussiéreux d'Oklahoma au couloir d'une institution qu'il a incarnée pendant 10 ans à l'écran. Puis, au début des années 2000, quelque chose d'inattendu arrive. Internet découvre Chuck Norris et le transforme en quelque chose qu'aucun scénariste n'aurait pu inventer, une mythologie. Chuck Norris ne fait pas de pompe. Il pousse la terre vers le bas. Les faits sont absurdes. Ils sont sans fin. Et d'une étrange façon, ils sont un hommage. La reconnaissance du monde que cet homme était devenu plus grand que tous les rôles qu'il avait joués. Il en rit. Il les embrasse. Et en le faisant, il révèle ce que l'image du dur à cuire avait toujours caché. Un homme d'une chaleur authentique et d'une confiance rare qui ne se prend pas trop au sérieux. La légende est pleinement construite. Mais en dessous, doucement, le poids des années commence à s'accumuler. Le monde voit les coups de pied retourner.
Il voit la mâchoire stoïque, le regard fixe, l'homme qui ne scie jamais. Ce que le monde voit rarement, c'est la dévastation silencieuse qui s'accumule derrière cette armure, perte après perte, année après année, dans les espaces privés où les légendes restent simplement des êtres humains. Chuck Norris avait aimé Diane Olshek depuis ses 16 ans. Ils s'étaient rencontrés au lycée à Torrance. Un garçon timide d'Oklahoma et la fille qui avait vu au-delà du silence. Ils s'étaient mariés en 1958, à peine adultes. Pendant 30 ans, elle avait été à ses côtés à chaque étape de l'ascension. La pauvreté des débuts, les obsessions martiales, les rejets hollywoodiens, la montée lente et improbable vers la gloire. Mais leur mariage portait une blessure qui ne s'était jamais complètement refermée. Pendant son service militaire, Chuck avait été infidèle et avait eu une fille, Donna, avec une autre femme. Il n'en avait pas parlé publiquement pendant des décennies. Quand il l'avait enfin fait dans son mémoire de 2024, c'était avec l'honnêteté brute d'un homme qui avait décidé que la vérité, même laide, méritait d'être regardée en face. Donna l'avait retrouvée en 1991 et il l'avait accueillie. Mais les dégâts sur son premier mariage étaient déjà faits. Ils s'étaient séparés en 1988 et divorcés en 1989. 30 ans de vie commune, pliés en silence. Ce qui distinguait Chuck Norris de beaucoup d'hommes dans sa situation, c'est ce qui est venu après le divorce. Au lieu de disparaître de la vie de Diane, il avait maintenu avec elle une amitié profonde et sincère. À la fin de 2025, dans un post sur les réseaux, il la décrivait comme une personne incroyable, gentille, intelligente, quelqu'un qui avait vécu la vie à fond. La femme qui avait cru en lui avant le monde n'avait jamais cessé d'être importante à ses yeux. En décembre 2025, Diane Olshek est décédée chez elle au Texas, à 84 ans, après une longue et discrète bataille contre la démence. Son fils Mike avait dit simplement « Nous sommes reconnaissants qu'elle ne souffre plus ». C'était la plus grande des mamans. Chuck avait posté une photo en noir et blanc de 1975. Eux deux, jeunes, avec leur garçon. Cela en disait plus que n'importe quelle déclaration. C'était la deuxième perte énorme en à peine un an. En décembre 2024, sa mère Wilma, la femme de fer qui avait élevé 3 garçons presque seule, qui avait porté sa foi comme un bouclier à travers la pauvreté et l'abandon, était partie à 103 ans. L'hommage de Chuck avait été simple et dévasté à parts égales. Il avait écrit qu'elle avait été une femme d'une foi inébranlable, un phare de lumière, et que son amour avait toujours reflété quelque chose de plus grand qu'elle-même. Elle avait survécu à presque tous ceux qui l'avaient connue. Mais elle n'avait pas survécu au chagrin qu'elle laissait derrière elle. Entre ces deux pertes, pourtant, la blessure la plus profonde de la vie privée de Chuck Norris était arrivée des années plus tôt, et elle n'avait rien à voir avec la mort. En 2012, sa deuxième épouse, Jenna, avait subi une série d'IRM. Ce qui avait suivi avait transformé leur vie d'une façon que ni l'un ni l'autre n'avait imaginé. Jenna avait commencé à souffrir de tremblements violents, d'engourdissements, d'une sensation de brûlure intense dans tout le corps, d'une détérioration cognitive, de dommages aux reins et d'une douleur si implacable qu'elle résistait à tous les traitements conventionnels. Le coupable, selon Chuck, était le gadolinium, un agent de contraste injecté lors des IRM qui, selon leur plainte, s'était déposé dans ses tissus, ses os et ses organes, et avait commencé à détruire sa santé de manière systématique. Chuck Norris, l'homme qui avait affronté tous les méchants à l'écran sans ciller, s'était retrouvé dans un couloir d'hôpital à regarder sa femme disparaître devant lui. « Il ne se passe rien ici », avait-il dit à l'époque, la voix brisée par une émotion brute qu'aucun scénario n'avait jamais exigée de lui. « Elle est en train de mourir juste devant moi. » Il s'était battu comme il savait le faire, avec tout ce qu'il avait. Ils avaient cherché des traitements à travers les États-Unis, puis étaient allés jusqu'en Chine pour des thérapies alternatives, dont la chélation et les cellules souches. Le coût total approchait les 2 millions de dollars. En 2017, ils avaient intenté un procès de 10 millions de dollars contre les fabricants des agents au gadolinium, déterminés à obtenir justice et à protéger les milliers d'autres patients qu'ils croyaient souffrir en silence sans nom pour leur mal. Le procès avait finalement été retiré sans accord. Mais la bataille qu'il représentait et un mari refusant d'accepter l'impuissance, dépensant toutes les ressources disponibles pour garder en vie la femme qu'il aimait, avait révélé une dimension de Chuck Norris qu'aucun film d'action n'aurait pu montrer. Il avait toujours incarné des hommes qui ne reculaient jamais. Mais peu de gens avaient réalisé que le combat le plus important de sa vie s'était déroulé non pas sur un plateau, mais dans la souffrance silencieuse des chambres d'hôpital,
en tenant la main d'une femme qui comptait sur lui pour être exactement celui qu'il avait toujours prétendu être. Jenna avait survécu. Elle s'était rétablie. Mais ces années avaient gravé quelque chose de permanent en Chuck Norris. Une humilité, une tendresse, une conscience féroce de la rapidité avec laquelle tout ce qui compte peut être arraché. Il allait avoir besoin de cette conscience dans les mois qui suivraient. Quand 2026 est arrivé, Chuck Norris avait déjà enterré plus de chagrin que la plupart des hommes n'emportent dans toute une vie. Sa mère était partie. Sa première femme était partie. La femme pour qui il s'était battu si désespérément contre le poison lent du gadolinium avait survécu. Mais les années de ce combat avaient laissé leur marque sur lui aussi. Dans les rides de son visage, dans le calme de ses mouvements, dans la façon dont ses proches avaient remarqué qu'il avait cessé de faire semblant que le temps ne passait pas. Il avait 85 ans quand Diane était morte en décembre 2025. Il avait posté la photo, écrit l'hommage, puis avait fait ce que Chuck Norris avait toujours fait quand le monde le frappait le plus fort. Il avait continué. Il s'était envolé pour Hawaï. L'île de Kauai était devenue une sorte de sanctuaire pour lui dans ces dernières années. Un endroit où la lumière du Pacifique tombait différemment. Où le rythme de la vie ne lui demandait rien. Où il pouvait s'entraîner sur la plage au petit matin sans le poids de la légende sur ses épaules. Il avait toujours cru en la discipline du corps comme un acte de foi. Le mouvement était prière. La sueur était dévotion. Tant qu'il pouvait encore s'entraîner, une partie essentielle de qui il était resté intact. Le 10 mars 2026, Chuck Norris a eu 86 ans. Il a marqué l'occasion comme lui seul pouvait le faire. Il a posté une vidéo sur les réseaux sociaux. Tourné à Hawaï, le soleil en arrière-plan, un tapis d'entraînement sous ses pieds. Là, le garçon d'Oklahoma qui avait autrefois été invisible, sparait avec un partenaire 2 fois plus jeune, lançant des combinaisons avec la même précision tranquille qu'il avait définie pendant 6 décennies. À la fin, respirant calmement, il a regardé droit dans la caméra et a lancé, avec un sourire qui portait le poids de tout ce qu'il avait traversé. « Je ne vieillis pas. Je level up. » L'Internet a explosé de joie. Les fans ont inondé le post de hommage. Les mèmes ont ressurgi avec leur affection habituelle. Pendant un bref instant lumineux, on a vraiment eu l'impression que Chuck Norris était invincible. Pas la version même. La vraie. L'homme qui, pendant 86 ans, avait simplement refusé d'être moins que pleinement vivant. 9 jours plus tard, l'urgence a frappé sans avertissement. Un ami qui avait parlé avec Chuck le mercredi 18 mars avait rapporté qu'il était d'humeur joyeuse, qu'il s'entraînait, qu'il plaisantait, pleinement présent. Aucun signe que quelque chose n'allait pas. Aucun indice que le destin était déjà en mouvement. Ce même jour, ou dans les premières heures du jeudi 19, une urgence médicale est survenue sur l'île de Kauai, l'envoyant à l'hôpital si soudainement que les personnes les plus proches ont été complètement prises au dépourvu. La famille n'a pas donné de détails sur la nature de l'urgence. Ce qu'elle a publié dans les heures qui ont suivi est la vérité qui a arrêté le monde. Le matin du 20 mars 2026, la famille Norris a posté sur Instagram. C'est avec le cœur lourd que nous partageons le décès soudain de notre bien-aimé Chuck Norris hier matin. Nous souhaitons garder les circonstances privées, mais sachez qu'il était entouré de sa famille et en paix. Il avait 86 ans. Il s'était entraîné 10 jours plus tôt. Il avait posté une vidéo d'anniversaire pleine de mouvements, de rires et de cette joie défiante que seule une personne qui a vraiment affronté le pire peut produire. Et puis, avec une rapidité qui ne ressemblait à presque rien d'autre dans sa biographie, il était parti. Le communiqué continuait, et dans sa simplicité, il disait tout au monde. Il était un artiste martial, un acteur et un symbole de force. Pour nous, il était un mari dévoué, un père et un grand-père aimant, un frère incroyable et le cœur de notre famille. Il a vécu sa vie avec foi, avec un but et un engagement inébranlable envers les personnes qu'il aimait. Foi, but, engagement. 3 mots. Exactement les 3 choses sur lesquelles le garçon de Ryan, Oklahoma, avait construit toute sa vie. Pas dans des salles de conseil ou sur des tapis rouges, mais sur des bases militaires en Corée. Dans de petits dojos qui sentaient la sueur et l'ambition. Dans des chambres d'hôpital où il tenait la main de sa femme et refusait de lâcher. Dans des matins tranquilles à Hawaï où un vieil homme lançait encore des coups de poing vers le ciel parce que s'arrêter signifiait se rendre. Et Chuck Norris ne s'est jamais rendu. Le monde qui avait passé 20 ans à plaisanter que Chuck Norris ne pouvait pas mourir est tombé dans le silence. Parce que cette fois, ce n'était pas une punchline.
C'était un homme. Et l'homme était parti. Dans les jours qui ont suivi sa mort, les hommages sont venus de tous les coins du monde. Des présidents et des enfants de présidents. Des soldats qui avaient regardé Walker, Texas rangé sur de petits téléviseurs dans des casernes loin de chez eux. Des enfants qui avaient grandi en croyant, quelque part au fond de leur esprit, que Chuck Norris n'était tout simplement pas le genre d'homme qui mourrait. Des artistes martiaux qui s'étaient entraînés grâce à lui. Des vétérans qui s'étaient sentis vus grâce à lui. Des gens ordinaires qui avaient eu besoin, à un moment de leur vie, de croire qu'un homme discret venu de nulle part pouvait devenir quelque chose d'extraordinaire. Internet, le même Internet qui l'avait transformé en mythologie d'invincibilité, a arrêté ses blagues et a parlé avec un chagrin qui paraissait authentique et à nu. Parce que les mêmes avaient toujours parlé de quelque chose de réel. Ils n'avaient jamais vraiment parlé d'un dur à cuire fictif. Ils parlaient de l'être humain derrière lui. Le garçon timide qui bégayait, qui avait perdu son père trop jeune, qui avait enterré son frère au Vietnam, qui avait vu sa femme souffrir et avait refusé de partir, qui s'était entraîné seul sur une plage hawaïenne à 86 ans parce que, pour lui, la foi sans discipline n'était que du vœu pieux. Chuck Norris n'avait jamais prétendu être parfait. Son mémoire nommait ses échecs sans détour. Sa vie portait des cicatrices qu'il ne cachait pas. Mais dans chaque chapitre, de la poussière de l'Oklahoma au sol des dojos en Corée, de l'amitié avec Bruce Lee à la longue veille au chevet de Jenna, des écrans de télévision de 100 millions de foyers au dernier matin tranquille à Kauai, il avait démontré la même chose avec une constance absolue. La mesure d'un homme n'est pas de savoir s'il tombe. C'est ce qu'il fait dans le silence après la chute. Il avait survécu à la pauvreté. Il avait survécu au rejet. Il avait survécu à un chagrin qui aurait vidé des hommes plus faibles. Et à la fin, il n'est pas mort dans l'obscurité ou la défaite. Il est mort entouré de sa famille, en paix, sur une île baignée de lumière du Pacifique. 10 jours après avoir posté une vidéo d'anniversaire dans laquelle il bougeait encore, combattait encore, vivait encore pleinement. Carlos Reynoris, né le 10 mars 1940 à Ryan, Oklahoma, est mort le 19 mars 2026 à Kauai, Hawaï. Âgé de 86 ans. Artiste martial, acteur, vétéran, mari, père, grand-père, croyant. La légende n'a jamais été le coup de pied retourné. La légende était le petit garçon qui avait toutes les raisons d'abandonner et qui, simplement, ne l'a jamais fait. Si son histoire vous touche, si elle vous rappelle quelqu'un qui a combattu en silence et qui méritait d'être vu, laissez un hommage en commentaire. Abonnez-vous pour faire vivre ces histoires, parce que les personnes qui ont façonné le monde méritent plus qu'un titre. Elles méritent d'être rappelées.